Bonjour à tous! Chose promise, chose due, Shakespeare's Life, Part 2. On ne sait pas si Shakespeare a eu des maîtresses à Londres, mais ça paraît probable. Le fait est qu'on trouve de très nombreuses allusions au sexe dans toutes les œuvres de Shakespeare, y compris ses œuvres poétiques. Il parle du sexe comme d'une marque de désir, de plaisir et d'amour, notamment avec Roméo et Juliette. Mais on en trouve de très nombreux autres exemples dans Mesure pour mesure, Le Roi Lear, Timon d'Athènes ou Troilus et Cressida, par exemple. Petit fait intéressant, chez Shakespeare, les couples qui ont une sexualité épanouie et vivent un couple plutôt sain du point de vue de l'amour sont souvent des couples qui sont problématiques d'une façon ou d'une autre. Macbeth et sa femme par exemple, ou Gertrude et Claudius dans Hamlet. Mais Shakespeare fait également des références à l'amour homosexuel, par exemple dans La Nuit des Rois, Le Marchand de Venise, ou encore Othello et même ses sonnets. Il y parle souvent d'une sexualité qui craint plus que tout ses effets pervers et en premier lieu, évidemment, les maladies vénériennes. Bref, contrairement à ce qu'on nous raconte à l'école, et c'est normal, soit dit en passant, Shakespeare n'est pas un auteur qui célèbre l'amour. Ou pas seulement. Ou pas tout à fait comme on l'imagine. Enfin, c'est rarement aussi simple. L'amour chez Shakespeare, qu'il soit sexuel ou non, est souvent empreint de violence, de jalousie, de trahison. Bien que Christopher Marlowe ne soit pas en reste sur ce sujet-là, Shakespeare est à l'évidence l'auteur le plus salace du théâtre élisabétain. On a répertorié dans ses pièces plus de 1300 allusions sexuelles. Ça en fait de la blague de cul. Pour vous donner une idée, on compte 66 termes désignant le vagin. Le pénis, n'en parlons même pas, quant à la fellation et la sodomie, c'est monnaie courante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'époque est importante. L'ère élisabéthaine est une ère de promiscuité constante, surtout à Londres. Les prostituées de cette ville sont d'ailleurs réputées dans l'Europe entière. Mais même le langage courant est remarquablement fleuri, et là pour le coup, dans l'Angleterre entière. À titre d'exemple, entre 1558 et 1603, dans le comté de l'Essex, 15 000 personnes ont comparu au tribunal pour offenses sexuelles sur une population totale d'adultes de 40 000. C'est énorme. L'autre contexte à prendre en considération, c'est l'absence d'hygiène à cette époque. Comme on l'a vu, Londres est très régulièrement ravagée par la peste et les maladies vénériennes se répandent à vitesse grand V. De fait, le sexe est une pratique satisfaisante, certes, mais rapide. Et surtout, qui se pratique avec le plus de vêtements possible pour ne pas avoir accès au corps de l'autre et surtout, à ses odeurs corporelles. Pour ce qui est du fantasme régulier qui voudrait que la sexualité de Shakespeare ait été ambiguë du point de vue de ses préférences, rien, absolument rien, ne permet aujourd'hui de l'affirmer. Alors oui, bien sûr, il est vrai que les acteurs ont régulièrement eu pour réputation d'être, comme on disait, à voile et à vapeur. Cela ne signifie en aucun cas que ça ait pu être le cas pour Shakespeare, et ce, même si ses écrits montrent clairement qu'il connaissait les amitiés dites masculines. Pour les prédicateurs et autres moralistes, être acteur suffisait pour être taxé d'avoir une sexualité dite ambiguë. Pour eux, jouer était de toute façon contre nature. Partant de là, les acteurs étaient forcément contre nature dans tous les aspects de leur vie. Shakespeare évoluait dans ce monde-là, c'est tout ce que l'on sait. Pour le reste, ça tient clairement du fantasme. Mais revenons à nos moutons. James Burbage meurt en janvier 1597 à l'âge canonique de 65 ans. Il lègue ses 2 théâtres à ses fils. Le theater revient à Cuthbert. Cadeau empoisonné puisqu'aucun accord ne voit le jour entre lui et le propriétaire du terrain malgré la caution qu'apporte son frère. Le Blackfriars, lui, est récupéré par Richard. Cadeau empoisonné là aussi puisque toute tentative de le transformer en théâtre clos est à l'arrêt. La troupe a donc fort probablement joué les 2 parties d'Henri IV désormais terminées au Curtain. En mai, Shakespeare achète l'une des plus belles demeures de Stratford, New Place, gigantesque demeure érigée au XVe siècle mais qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a visiblement été détruite par un propriétaire ultérieur qui ne supportait plus l'incessante venue de badauds venus voir la demeure du maître Shakespeare.
Elle était semble-t-il très grande, 10 chambres, autant de cheminées et très chère. Mais Shakespeare avait les moyens. Elle était vendue avec du terrain, mais il en achètera davantage par la suite. On sait qu'il possédait 2 granges dans lesquelles il entrepose, manifestement, de quoi spéculer. Quand il achète, c'est la 4e année consécutive que les récoltes sont mauvaises. Conséquence logique, les prix augmentent. Il a donc fort probablement spéculé sur le blé, l'orge et la drèche, le malt. Bref, Shakespeare est un homme d'affaires avisé qui ne verse pas dans le bon sentiment. Cet achat confirme en tout cas une chose. Coïncidant avec l'obtention des armoiries pour sa famille, il est évident que Shakespeare tentait d'effacer l'opprobre qui le frappait de par sa qualité d'acteur. Il est désormais reconnu comme un riche citoyen de Stratford. En juillet, scandale dans le petit monde du théâtre. La troupe du comte de Pembroke donne une pièce satirique intitulée The Isle of Dogs d'un certain Ben Jonson. Elle épingle durement et sans finesse des membres de l'administration que, fatalement, elle met très en colère. Sans surprise, le résultat est donc à la mesure, ou à la démesure, de leur colère. La troupe du comte de Pembroke est dissoute. On emprisonne plusieurs acteurs, ainsi que Ben Jonson, dans les geôles de Marshalsea. Mais les sanctions ne s'arrêtent pas là. Évidemment. Il est décrété qu'aucune pièce ne serait jouée dans Londres pendant cette période d'été. Bon, en réalité, ça s'est contenté d'être un effet d'annonce. Il y avait les annonces et la réalité du terrain. Au Rose, par exemple, Henslow, son propriétaire, pouvait tout à fait prétendre que son théâtre accueillait d'autres types de divertissements pour rester ouvert. La troupe de Shakespeare, celle du grand chambellan, a probablement été très soutenue par son mécène. Pour autant, ils sont repartis en tournée. Shakespeare va d'ailleurs en profiter pour faire publier ou republier certaines de ses pièces à ce moment-là. On considère alors qu'écrire pour le théâtre est une activité très lucrative. Pour vous donner une idée, un auteur touche généralement 6 livres sterling pour l'écriture d'une pièce, et les auteurs les plus demandés peuvent en écrire 5 par an, ce qui fait un revenu annuel 2 fois supérieur à celui d'un maître d'école. C'est dire. Et c'est maintenant qu'arrive l'anecdote probablement la plus savoureuse. Les négociations avec le propriétaire du terrain du théâtre n'aboutissant toujours pas, Shakespeare, les fils de Burbage et leurs collègues épluchent le contrat qui les lie au propriétaire. Et là, miracle, une porte de sortie. Pas la plus simple, loin s'en faut, mais une porte de sortie tout de même. Le propriétaire ne l'est que de la parcelle, il n'a donc aucun droit sur le bâtiment. Eh bien qu'à cela ne tienne, Shakespeare et toute sa clique déménagent le bâtiment. Au sens premier du terme. 3 jours après la Noël 1598, ils débarquent avec 12 ouvriers et leur architecte et charpentier Peter Street, et ni une ni deux, ils détruisent le théâtre. La scène dure 4 jours. Ils récupèrent tout ce qui peut l'être, le bois du bâtiment notamment, pour le faire mettre sur des charrettes. Ils démontent la Tying House, les poutres, les galeries, et amènent tout ça sur la rive sud de la Tamise, sur un terrain que les Burbage viennent de louer pour une durée de 31 ans. Et une nouvelle construction démarre qui donnera le Globe. À son époque, le Globe est semble-t-il le théâtre le plus splendide de Londres. On sait qu'Othello, le roi Lear, Macbeth et Jules César y ont notamment été représentés pour la première fois. Il pouvait accueillir 3000 personnes dans ce que nous appellerions aujourd'hui le parterre et 1000 personnes dans chaque galerie. Longtemps, les historiens ont pensé que le Globe était sans doute un théâtre d'été, mais l'on sait aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Des représentations y avaient également lieu en hiver. Les Anglais du XVIe siècle étaient habitués au froid, ils se vêtissaient plus chaudement et ils étaient bien plus résistants que nous. Shakespeare, probablement parce qu'il fréquentait indifféremment des milieux sociaux très éloignés les uns des autres, ne hiérarchisait pas son public, et de fait, pas son écriture non plus. Il savait d'instinct quoi écrire, comment l'écrire et comment parvenir à ses fins. Il pouvait sans aucun problème enchaîner des allusions sexuelles avec des références poétiques extrêmement pointues. Vers la fin de sa vie, il augmente même significativement la part de spectaculaire dans ses pièces. Pour ce qui est du Globe, en un an, les acteurs se partagent environ 1500 livres sterling, soit 70 livres chacun, c'est une somme plus que conséquente. Mais Shakespeare était aussi housekeeper, sorte de copropriétaire. Il a été estimé que les revenus des copropriétaires du Globe se montaient à 280 livres par an avant répartition. Encore une fois, c'est une grosse somme. Pendant un temps, Shakespeare reçoit chaque année 25 livres du Globe et 90 du Blackfriars. Là encore, ce sont plutôt de grosses sommes. Sans être richissime, il avait tout de même de gros moyens. Pour définir une date d'ouverture du Globe, on consulte l'astrologie, alors très importante.
On établit que le 12 juin 1599 est la meilleure date. Solstice d'été, nouvelle lune et une marée haute, ce qui a dû faciliter le passage des spectateurs d'une rive à l'autre de la Tamise. On a d'ailleurs démontré que l'axe du globe était dans l'alignement du lever du soleil lors du solstice d'été. C'est dire l'importance que cela revêtait. La pièce Henri V a selon toute vraisemblance été écrite durant cette période, probablement sur la première moitié de l'année 1599. Arrivent en suivant beaucoup de bruit pour rien et comme il vous plaira. C'est à ce moment-là que Will Kemp quitte la troupe. Kemp est un génie comique et son départ force les autres à lui trouver un remplaçant très rapidement. Et c'est ainsi qu'un dénommé Armin les rejoint. Si j'en parle, c'est parce que l'on sait que Shakespeare écrivait certains rôles en pensant à des acteurs particuliers. Le départ de Kemp et l'arrivée d'Armin lui fait écrire des rôles sensiblement différents de ce qu'il écrivait avant pour pouvoir correspondre au type de comique dans lequel excellait Armin. Ainsi, Shakespeare a postérieurement modifié certains rôles comiques déjà écrits et de nombreuses fois joués pour qu'ils correspondent à ce qu'Armin pouvait faire. Notons d'ailleurs qu'avant l'arrivée d'Armin, Shakespeare n'avait jamais écrit de rôle de fou. Pourtant, c'est une période encore difficile pour le théâtre londonien. La santé de la reine décline et l'atmosphère macabre qui entoure cette perspective se prête mal au divertissement. En juin 1600, le conseil privé limite le nombre de représentations par semaine à 2, ce qui complique encore une fois la donne. Là-dessus, accrochez-vous. Vous vous rappelez du comte de Southampton et du comte d'Essex? Quand Shakespeare, sentant le vent tourner, a pris le large fort judicieusement? Eh bien on y est, ça y est, les ennuis sont là. Le comte d'Essex mène une campagne militaire en Irlande qui est un échec complet. Là-dessus, on découvre qu'il complote avec le pape et le roi d'Espagne afin de renverser Élisabeth pour faire monter Jacques Ier sur le trône. Il est donc accusé de haute trahison. Et là, c'est le must. Ce gentil couillon d'Essex est persuadé par ses partisans que lorsqu'il fera connaître ses intentions, le peuple de Londres se soulèvera pour lui venir en aide. Et non, évidemment. La veille de leur tentative avortée de révolution, les partisans d'Essex se rendent au Curtain et menacent les comédiens pour les obliger à donner une représentation de Henri IV. Henri IV pour une raison bien précise, c'est que le monarque dépose les armes devant Richard II. Le lendemain, cette tentative misérable mais pleine d'enthousiasme se solde donc par un échec total. Élisabeth fait assiéger le château d'Essex qui se rendra avant d'être pendu puis éviscéré. On n'est jamais trop prudent. Le jeune comte de Southampton sera arrêté et ne devra la vie qu'à sa mère qui va supplier la suzeraine. Celle-ci accepte mais fera tout de même enfermer le jeune comte à la tour où il restera jusqu'à sa mort. Celle de la reine, pas la sienne. Problème, les comédiens vont être tenus de s'expliquer quant à la représentation d'Henri IV. Des documents prouvent qu'ils ont bel et bien été menacés, et après explication d'Augustine Phillips, qui va être convoquée devant le conseil privé, ils s'en sortent sans châtiment. Ouf! Le 8 septembre 1601, John Shakespeare est enterré à l'église de Stratford. Son fils hérite d'une partie de ses biens, maison, argent, terre. Il laisse à sa sœur Joanne le soin de s'occuper de leur mère qui, elle, ne passera l'arme à gauche que 7 ans plus tard, en 1608. Comme avec la mort de son fils, on a voulu voir des références à sa période de deuil dans les pièces qu'il a écrites ou remaniées à cette période-là, dont Hamlet. La vérité, c'est qu'on n'en sait strictement rien. En tout cas, Hamlet a eu un immense succès. Elle a même été jouée à Oxford et à Cambridge. Richard Burbage a semble-t-il été absolument prodigieux dans le rôle-titre. En 1602, une nouvelle pièce, La Nuit des Rois, a été interprétée dans la grande salle du Middle Temple. Un tribunal donc. Le succès est total. La reine Élisabeth s'éteint le 24 mars 1603. Les théâtres sont alors fermés depuis 5 jours. L'agonie royale met tout le monde à l'arrêt. Shakespeare fait partie des auteurs à qui l'on réclame une oraison funèbre. Il décline, on ne saura jamais pourquoi. À la place, il écrit une nouvelle pièce, Troilus et Cressida, qui sera représentée au Globe. Le nouveau roi, Jacques Ier, arrive lentement d'Écosse. Très lentement. En fait, il n'arrive au palais de Greenwich que le 13 mai. Fait intéressant, à peine 6 jours plus tard, une lettre est adressée à William Shakespeare, autorisant la troupe à se produire pour la récréation de nos sujets bien-aimés, comme pour notre réconfort et plaisir quand il nous semblera bon de les voir, dans leur nouvelle demeure maintenant habituelle du Globe. Désormais, ils ne s'appellent plus la troupe du grand chambellan, mais les comédiens du roi. Quelques mois plus tard, ils sont nommés valets de la chambre du roi, ce qui accroît considérablement leur statut social. Ils doivent désormais porter la livrée royale. Pourpoint,
bas et cape rouge. Sous le règne d'Élisabeth, la troupe de Shakespeare se produit au palais environ 3 fois dans l'année. On passe à 14 fois dans l'année sur les 10 premières années du règne de Jacques Ier. La protection royale est alors sans commune mesure avec tout ce qu'ils ont connu auparavant. Dès l'accession au trône de Jacques Ier, toutes les nouvelles productions de Shakespeare sont interprétées devant le suzerain, parfois plusieurs fois. Mais, et là attention, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, la peste fait son grand retour à Londres. On estime que sur une population d'environ 200 000 personnes, quelques 38 000 trouvèrent la mort. Durant l'épidémie, le roi octroie 30 livres à ses comédiens pour aliments et assistance. Ils quitteront tout de même la capitale. Durant cette épidémie, 2 anciens collègues de Shakespeare trouvent la mort, Will Kemp et Thomas Pope. Tous deux vivaient dans le quartier de Southwark, durement touchés. En conséquence de quoi, Shakespeare déménage à nouveau. Il devient locataire d'une famille de huguenots. La chose est difficile à affirmer, toutefois il faut savoir que tout membre d'une maisonnée huguenote, pour rappel les huguenots sont protestants, pouvait échapper à l'office. Peut-être cela a-t-il en quelque sorte servi de couverture à Shakespeare pour éviter d'avoir à s'y rendre. Bref, pour en revenir à nos moutons, on ne sait pas si Shakespeare participe cette année-là à la tournée de la troupe. Il a alors 40 ans et il n'est pas impossible qu'il soit seulement parti pour Stratford. Augustine Phillips eut beau quitter Londres, il n'échappa pas à la mort qui le rattrapa au printemps 1604. Shakespeare termine alors 2 pièces, Othello et Mesure pour mesure. Notons qu'en 1600, un ambassadeur mort est venu à la cour d'Élisabeth. Il n'est pas impossible que Shakespeare l'y ait rencontré. À ce moment-là, les Espagnols tentent de chasser la communauté maure de leur pays. Celle-ci, évidemment, s'est beaucoup réfugiée en Angleterre. De fait, et sans surprise, elle y est victime de persécutions. Élisabeth avait même promulgué une loi contre le grand nombre de nègres et de morts qui se sont infiltrés dans le royaume depuis les troubles survenus entre Sa Majesté et le roi d'Espagne. Charmant. Mais revenons en 1604. Arrive l'ambassadeur extraordinaire à Somerset House. À la différence d'Élisabeth, Jacques Ier manifeste une sympathie affichée pour l'Espagne. Les comédiens sont donc chargés de distraire l'ambassadeur. Il faut aussi savoir qu'une sombre histoire circule dans toute l'Europe à propos de l'ancien roi d'Espagne, Philippe II. On raconte que, d'une jalousie infinie, il aurait tant suspecté sa femme de l'avoir trompé qu'il aurait fini par l'étrangler dans leur lit. Tout cela a très bien pu inspirer Shakespeare pour écrire Othello. Ces pièces sont moins le reflet d'idées personnelles qu'une immense capacité à tout transformer en intrigue théâtrale. L'autre extraordinaire capacité de Shakespeare était précisément qu'il s'intéressait à tout type de sujet. On retrouve dans ses œuvres une grande connaissance de la botanique, du droit, de la médecine, de l'astrologie et même de l'astronomie. Le résultat, c'est que, sans avoir spécialement une connaissance approfondie de ces sujets, au contraire, c'est même plutôt lacunaire, il fait illusion avec talent et donne l'impression de savoir une foule de choses. Jacques Ier fait son entrée officielle à Londres le 15 mars 1604, près d'1 an après la mort d'Élisabeth. Il n'est pas pressé. Shakespeare écrit « Tout est bien qui finit bien », qui semble dater de cette période. Le 24 juillet 1605, Shakespeare continue d'investir, mais cette fois-ci, selon toute vraisemblance, il cherche à mettre sa descendance à l'abri. Il investit 440 livres en dîmes, qui est alors devenu un impôt laïque. L'affaire est on ne peut plus lucrative et l'achat de Shakespeare s'étend sur 31 ans. Il semble qu'il se soit véritablement retiré de la scène à cette période. Avec tous ces placements, il ne manquait pas de revenus. Mais voilà qu'encore une fois, tout se renverse. Début novembre, le roi est victime d'un complot échoué que nous appelons la conspiration des poudres. Les doutes, évidemment, se portent sur les catholiques et les chasses se font très violentes dans le Warwickshire et, spécifiquement, à Stratford. Des proches de Shakespeare sont inquiétés, et particulièrement sa fille aînée Susanna et son frère Richard. Sans grande surprise au vu des événements, en 1605, il écrit Macbeth. La pièce met en scène trahison, complot, sorcellerie, Jacques Ier en raffolait, régicide et usurpation. Elle rencontre un immense succès. Il enchaîne avec le roi Lear qui sera vraisemblablement représenté devant le roi le 26 décembre 1606. À l'été 1607, Shakespeare est à Stratford pour le mariage de Susanna avec John Hall, un médecin puritain. John Hall avait seulement 11 ans de moins que son beau-père. Il l'accompagnera fréquemment à Londres et assistera notamment à la rédaction de son testament. En tout état de cause, au vu de son mariage, John Hall ne s'arrêtait visiblement pas à des considérations d'ordre religieux. L'année précédant leur mariage, Susanna avait été répertoriée comme récusante. Ça n'a pas eu l'air de freiner son époux. On suppose que Shakespeare écrit Antoine et Cléopâtre entre 1607 et 1608.
Le dernier jour de 1607, on enterre Edmund Shakespeare à Londres, vraisemblablement emporté par la peste moins de 6 mois après son fils nouveau-né. Peu après, en 1608, arrivent en librairie 2 nouvelles productions de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre donc, et Périclès. La particularité de Périclès, c'est que l'on sait que Shakespeare ne l'a pas écrite seul. Pour autant, en l'absence d'autres noms, les éditeurs l'attribuent à Shakespeare seul. Au début d'août 1608, Shakespeare et ses collègues louent, alors que les théâtres viennent de fermer, le Blackfriars pour une durée de 21 ans. Divers documents tentent à prouver qu'ils jouent malgré l'interdiction. La particularité première du Blackfriars est que c'est un théâtre clos. Shakespeare tente de nouvelles choses, et notamment avec la musique, puisque dans un espace clos, le son se répand de façon claire. Il tente également des effets spéciaux grâce à des jeux de lumière, ce qu'il n'aurait jamais pu tenter dans un espace ouvert. En comparaison, toutefois, on notera que le Blackfriars ne pouvait accueillir que 700 spectateurs, ce qui est bien peu comparé au théâtre ouvert. Un autre changement lié à l'utilisation de théâtre clos est l'apparition d'actes et de scènes, rapport aux bougies qu'il fallait changer régulièrement. On en a d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo. Coriolan est typiquement une pièce qui semble avoir été écrite pour un théâtre clos. Pour autant, elle sera tout de même interprétée au Globe. Coriolan fait de nombreuses références à sa période d'écriture, et notamment en ce qui concerne le peuple qui meurt de faim et se plaint. Il fait même dire à l'un de ses personnages qu'il est absolument scandaleux qu'il n'ait rien à manger alors que les greniers débordent. Shakespeare lui-même a spéculé. Est-il, comme le dit Peter Ackroyd, toujours d'un calme olympien ou regarde-t-il le monde qui l'entoure avec un total désintérêt? On réalise rapidement à quel point l'on ne sait pas grand-chose de Shakespeare. Je veux dire de l'homme, de ses combats, de ses intérêts, de sa religion, de ses états d'âme, rien. On n'a retrouvé aucune lettre. Bien que convoqué parfois au tribunal, notamment pour témoigner, il louvoyait sans cesse, prétendait ne pas se souvenir, ce qui est quand même très curieux pour un homme dont la mémoire était à ce point phénoménale. Il n'apparaît sur aucune liste de récusants, mais pas non plus dans les token books. Les token books étaient les livres qui prouvaient qu'on avait bien pris la communion. Peut-être, comme le dit Peter Ackroyd, était-il distant, timide, réservé ou simplement réticent à se dévoiler. Toujours est-il que cet homme est et demeure un mystère. Il est difficile de dater Timon d'Athènes, mais elle a dû être écrite par là. En 1609, il achète encore des terres et écrit très probablement Cymbeline. Au printemps 1611, on sait que le conte d'hiver fait son entrée sur scène, mais il a selon toute vraisemblance été écrite l'année d'avant. Elle pouvait être indifféremment jouée au Globe ou au Blackfriars. À la fin de sa vie, Shakespeare est reconnu dans tous les milieux, y compris universitaires. On parle de lui partout, principalement pour son œuvre dramatique, mais aussi pour son œuvre poétique. Enfin, Shakespeare écrit La Tempête, dont la particularité est qu'elle est la dernière pièce qu'il ait écrite seul. Shakespeare rentre à Stratford début 1612 pour enterrer son frère Gilbert. Richard mourra également avant lui. Pas en reste d'investissement, il achète en 1613 la Gatehouse, soit la tour de garde de Blackfriars. Le 29 juin 1613, un incident met vraisemblablement fin à ses investissements financiers dans le théâtre. Lors de la représentation de Tout est vrai, pièce à laquelle il a contribué, un incendie se déclare et ravage le Globe. Dans la mesure où aucune part du Globe ni du Blackfriars ne figure sur son testament, on suppose qu'il les a vendus après l'incendie. Il fait alors de nombreux allers-retours entre Londres et Stratford qui tiennent soit au théâtre, soit à un procès. Au printemps 1615, il rentre à Stratford définitivement. La rédaction de son testament sera reportée sans doute à cause du mariage de sa fille Judith avec un certain Thomas Queenie. Celui-ci, accusé de copulation illicite, se vit rayé du testament de son beau-père. Le testament est finalement signé le 25 mars 1616. Il laisse à Judith 150 livres sterling, à condition qu'elle renonce à un cottage dont il était propriétaire, ainsi que 150 autres livres 3 ans plus tard si elle ou ses héritiers sont encore en vie. Son mari, lui, ne pouvait pas toucher cet argent. L'héritage était petit au vu de tout ce que Shakespeare possédait. Judith aurait pu espérer 3 ou 4 fois plus. Il lègue ses vêtements ainsi que 30 livres à sa sœur Joanne. Susanna était sans grand doute la préférée de Shakespeare. En tout cas, il la distingue. Sur la pierre tombale de celle-ci était même écrit « spirituel au-dessus de son sexe et sage au point du salut ». Susanna et son mari touchent la plus grande part de l'héritage. Il lui lègue tout ce qu'il n'a pas légué aux autres, et en premier lieu 4 maisons et la totalité de ses terres. Il meurt le 23 avril 1616, jour de ses 52 ans, et est enterré à Stratford.
Et c'est ainsi que se termine cette longue épopée shakespearienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas, évidemment, à la partager et surtout à la commenter, on adore ça. Les Let's Play et les Let's Talk s'arrêtent pour l'été, on vous retrouve en septembre avec plein de nouvelles choses. Restez connectés, on a 2 petites surprises qui arrivent très bientôt. Pour moi, je vous dis à la rentrée et belles vacances à tous.